Au nom de l'ensemble des journalistes et des éditeurs de presse, présents et absents, recevez, Monsieur le ministre, nos sincères remerciements. Je voudrais associer à ces remerciements les membres du gouvernement et vos collaborateurs les plus proches, dont la présence à cette tribune honore l'ensemble de notre corporation. Chers amis journalistes, il y a exactement 2 semaines, nous recevions ici même le directeur des opérations de la Banque mondiale, M. Madani Tal. Si avec lui, il a été question d'expliquer les mécanismes d'obtention, les défis et les perspectives du PPTE, aujourd'hui, il s'agira surtout de savoir si le PPTE peut être considéré comme une panacée pour l'économie ivoirienne. Qui, mieux que le ministre de l'économie et des finances, peut nous dire quelles seront les retombées de cette initiative? Je ne doute pas un seul instant que les questions des journalistes offriront l'occasion au ministre de dire la vérité et rien que la vérité aux Ivoiriens. Le PPTE est quelque chose vers lequel donc la Côte d'Ivoire courait depuis longtemps et c'est avec beaucoup de joie que nous l'avons accueilli et je comprends donc l'engouement de tout le gouvernement à en faire quelque chose de très porteur pour notre économie. Doit-on encore présenter, Monsieur le ministre de l'économie et des finances, après tout ce qu'on sait ou après tout ce qui a été dit? Monsieur le ministre a été en 2010, il a reçu le prix du meilleur ministre des Finances en Afrique subsaharienne, décerné donc par le Financial Times. Et tout le monde sait ce que c'est que le Financial Times. Mais avant, en 2009, Monsieur le ministre a reçu le prix du meilleur ministre de l'économie d'Afrique. Donc l'espace est un peu plus grand, décerné par le magazine londonien The Bankers Magazine. Il a reçu en 2006 le trophée africain international du meilleur gestionnaire des entreprises et services publics en Afrique. Donc c'est une succession d'éléments qui prouvent sa capacité, son engagement, sa volonté et surtout sa détermination à bien remplir les fonctions qui sont les siennes. M. Charles Kofi Dibi a été nommé donc ministre de l'économie et des finances le 1er juin 2011 pour ce qui concerne donc le mandat de chef de l'État Alassane Ouattara, mais il était depuis avril 2007 ministre de l'économie et des finances. Donc c'est quelqu'un qui est rompu à la tâche. Il a été major au concours d'entrée à l'ENA. Il est donc diplômé du supérieur de l'ENA, du cycle supérieur de l'Institut international d'administration publique de Paris et il est titulaire d'une maîtrise en sciences sociales obtenue à l'université d'Abidjan. Dois-je continuer? J'ai 5 pages pour le ministre parce que tout le monde sait que c'est un grand ministre, mais avec la permission du ministre, je vais peut-être m'arrêter là et dire que monsieur le ministre, ce matin, le thème qui vous a été donné, c'est quelle relance économique après le PPTE? À quoi devons-nous attendre? Qu'est-ce qui va se passer? Les Ivoiriens peuvent-ils être contents de ce qui va advenir de leur pays? Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ce matin à la tribune du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire à l'occasion de cette conférence sur le thème « Quelle relance économique après l'obtention du point d'achèvement de l'initiative PPTE ». Notre pays vient de parvenir à la restructuration de sa dette extérieure après plus de 3 décennies grâce à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés le 26 juin. Je voudrais rappeler que avant le 28 juin, c'est le Fonds monétaire international qui a donné le signal parce que son conseil s'est réuni le 25 et a déclaré que nous venons enfin d'atteindre le point d'achèvement. Suivra ensuite la Banque mondiale le lendemain, le 26 juin, pour déclarer également
que nous avons atteint le point d'achèvement. Il s'agit d'un important événement au niveau économique et qui intervient également dans un contexte marqué d'une part par la normalisation de la vie sociopolitique après plusieurs années de crise et d'autre part par la relance et la reconstruction de notre pays. Il est donc à propos de s'interroger sur l'impact de l'allègement de la dette publique extérieure sur le processus de relance dans les contours méritent également d'être mieux explicités avec l'ensemble des acteurs économiques et le monde de la presse et de la population de façon générale. Je voudrais, à cet effet, articuler mon intervention autour de deux points majeurs, à savoir la présentation de quelques aperçus du processus PPTE pour notre pays et, bien entendu, la stratégie de relance de notre économie. En présentant quelques aperçus de l'évolution économique de la Côte d'Ivoire et du processus PPTE, pour comprendre certains choix du gouvernement en matière de politique économique, il est important de faire un bref rappel sur l'évolution de quelques indicateurs de performance économique depuis 1960. Et vous le voyez inscrit. Nous ferons le point de 1960 à 1980, de 1980 à 1990, voire jusqu'en 2000, et puis de 2000 à 2011, vous apprécierez vous-même les différentes évolutions. Notre pays a connu des années de prospérité, et vous le voyez. Nous avions à cette époque une bonne tenue, bien entendu, des matières premières et la réalisation d'excédents au niveau budgétaire. La mise en œuvre d'une politique d'investissement soutenue avec les taux d'investissement qui sont les suivants. De 60-70, nous étions à 22% de notre produit intérieur brut. Nous sommes passés à 30% en 1978 au niveau d'investissement. Je m'avais rappelé que pour que l'investissement impacte la vie des populations, il faut que le niveau soit de 25%. Vous avez vu qu'en 1978, nous sommes allés jusqu'à 30%. Si à cette époque, la croissance démographique était de 2%, imaginez-vous l'impact de cette croissance-là sur la vie de nos populations. On se sentait bien en Côte d'Ivoire, c'était la Côte d'Ivoire la belle. Et puis, à partir de 1980, cela a commencé à décliner et nous sommes tombés à 7%. La croissance moyenne globale sur ces décennies ont permis à la Côte d'Ivoire d'avoir une croissance moyenne soutenue de 7% en moyenne chaque année. Et si nous faisons le ratio avec, bien entendu, la croissance démographique qui n'était pas aussi élevée que maintenant, vous voyez que la croissance économique a impacté sérieusement et significativement la vie de nos populations. Je voudrais dire que les difficultés ont commencé à partir de 1980 et cela a perduré jusqu'à 1990. Cette période a été caractérisée par la détérioration des termes de l'échange avec pour conséquence une réduction significative des ressources de l'État. L'augmentation de la dette publique en raison du besoin de combler les déficits, mais également l'absence d'une politique d'endettement. Un ratio dette publique sur PIB en dégradation de 20% en 1970, 30% en 1975 et de 60% en 1980. Tout à l'heure, je vous donnerai l'ensemble des ratios pertinents que le milieu financier international regarde. Nous avions une réduction, je dirais, importante du taux de croissance de notre produit intérieur brut. Il a été projeté en moyenne à 1%, alors qu'avant cela, nous étions à 7%. Les conséquences de la crise de l'endettement.
Les crises des 10 dernières années ont aggravé la situation décrite. L'investissement s'est contracté. Évidemment, nous n'avons plus les ressources nécessaires. Et cela a baissé en moyenne de 10% de notre produit intérieur brut, contre 17% en 1998. Et par contre, nous étions déjà à 30% d'investissement dans les années 70. Ça veut dire, vous voyez, entre 70, nous avons pratiquement 30%, nous sommes descendus à 17% en 98 et puis nous sommes descendus à 10%. La situation devenait sérieusement inquiétante. Le taux de croissance en moyenne a été enregistré de 2000 à 2010 est resté inférieur à 2%, avec bien entendu des périodes de récession, c'est-à-dire des croissances négatives de 2000 à 2003. Les marges budgétaires pour faire face aux dépenses d'investissement se sont sérieusement amenuisées, avec pour effet l'incapacité pour l'État de réaliser de nouveaux investissements, encore moins des investissements de maintien et d'entretien. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire remarqués à partir de quand nous avons construit l'autoroute jusqu'à Saint-Borgo et depuis quand la construction s'est achevée. Ça correspond exactement aux périodes que je viens de décrire, périodes de difficulté. Dans cette perspective, lorsque le ministre des Finances conçoit le budget de l'État, le tiers est consacré à la dette extérieure. Le deuxième tiers est consacré au paiement de la masse salariale. Le dernier tiers se divise en deux, une partie pour le fonctionnement, une partie pour l'investissement. Nous n'avons pas été capables pendant 20 ans de faire ne serait-ce que des investissements d'entretien. Regardez vous-même, le patrimoine de notre pays s'est sérieusement détérioré. Regardez, ne serait-ce qu'à Abidjan, les tours administratives. On n'a même pas été capable de les entretenir. Tout s'est sérieusement dégradé dans notre pays. Et donc, nous avions un service de la dette qui représente en moyenne près du tiers des ressources budgétaires, c'est-à-dire nous étions à entre 600 et 700 milliards de services de la dette annuelle que nous devons payer à l'extérieur. Évidemment que les dépenses d'investissement, remarquez même, nous n'avons même pas les moyens de pouvoir donner le minimum à nos services pour fonctionner. Et bien entendu, l'investissement est passé à moins 11% au niveau du budget. Nous sommes souvent descendus à 3%, à 5%, si nous combinons avec l'investissement privé, c'est-à-dire dans la formation brute du capital. Regardez vous-même ce tableau. Le revenu par tête d'habitant en termes réels, on était à 375 000 en 1960. Il est monté à 714 000 en 1970 et il est descendu à 343 000 en 2010. C'est-à-dire, nous nous sommes appauvris et sérieusement appauvris. Le taux de pauvreté s'est accru également. Il était de 10% en 85, 36% en 95, 38% en 2002 et 48,9%, je dirais 49%, je dirais la moitié des Ivoiriens sont pauvres en 2008. Dans un tel contexte, toute politique de relance de façon forte et durable n'était pas viable en raison d'une part de l'impossibilité de mobiliser suffisamment de ressources intérieures pour relancer l'investissement et d'autre part de l'incapacité de la Côte d'Ivoire d'emprunter en raison de sa situation financière. La viabilité des finances publiques n'existait plus. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a perçu l'initiative PPTE comme un instrument pouvant aider à atteindre l'objectif de restructuration de la viabilité de nos finances publiques. Quels sont les critères d'admissibilité au PPTE qui sont là? Le revenu par tête doit être supérieur à 786 $. Nous étions en dessous. La valeur actualisée nette de la dette sur exportation
le maximum c'est 150%, nous étions à 153,7%. La valeur actualisée nette de la dette sur ressources budgétaires, le ratio maximum c'est de 250. Nous étions à 327. Et la recette budgétaire hors don sur le produit intérieur brut, maximum c'est de 15%, nous étions à 19%. Avec bien entendu le niveau de taux de pauvreté que nous l'avons dit. Depuis son lancement, la Côte d'Ivoire était à sa 3e tentative pour atteindre le point d'achèvement. Il s'agit d'une remise des dettes dont le stock est évalué à 6 358 milliards. C'est important. Alors, il faut faire preuve de beaucoup de rigueur, de beaucoup de patience, mais également l'environnement compte. Donc chaque fois que l'environnement est perturbé, évidemment, les programmes sont interrompus. En 2007, lorsque nous avions eu la chance d'occuper ces fonctions, nous sommes allés voir, et ça je le dis et je le répète et je le dirai toujours, nous sommes allés voir un des fils de notre pays. Il a occupé la fonction de directeur général adjoint du Fonds monétaire. Après lui et avant lui, aucun Africain n'a occupé ces fonctions. Il n'y a que le poste de directeur Afrique qui est occupé par les Africains. Dieu Canet a occupé ces fonctions. Il nous a beaucoup aidé dans la reprise des discussions. Ensuite, c'est Antoinette Sayé, qui a été ministre des Finances du Libéria, qui occupe ces fonctions. Et le président lui-même a occupé ces fonctions avant d'occuper celle de directeur général adjoint. Nous sommes allés le voir pour lui dire que notre pays n'avait pas le choix et qu'il fallait à tout prix que nous puissions renouer et avoir un programme et espérer un désendettement de notre pays. Que je venais demander son soutien et son accompagnement. Rassurez-vous, je l'ai fait avec tous les hommes politiques. Et lui particulièrement, il a occupé ses fonctions. Il peut nous aider, il peut nous conseiller, il peut nous guider. Et il a accepté de nous accompagner. Pendant la même période, il y a eu une mission du Fonds monétaire où ils étaient décidés à interrompre les travaux de transfert de la capitale de Yamoussoukro. Nous sommes allés le voir pour lui dire voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Il a dit nous sommes tous d'accord que Abidjan c'est la capitale économique, Yamoussoukro c'est la capitale politique. Mais dans la situation actuelle du pays, il faut ramener les dépenses à une juste proportion. Voilà pourquoi les travaux de transfert de la capitale n'ont pas été interrompus. En 2008, novembre 2008, une mission du Fonds est venue pour apprécier le programme et malheureusement, la mission a découvert des dépenses hors budget parce que des conventions avaient été signées au préalable et ces conventions, c'était une histoire de pétrole et travaux et ça n'avait pas été budgétisé. Mais ça a été fait avant 2007, avant même que nous soyons ministres, ça a été fait en 2002. Le programme était en dérapage. La mission est repartie à Washington et il était question de rompre le programme avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne nous faisaient plus confiance. Ils ont estimé qu'on avait caché les dépenses. Je leur ai dit, j'assume l'héritage du passé. Nous sommes allés en discussion, la discussion a été très difficile. La même chose s'est passée en RDC et le programme a été interrompu pendant au moins 2 ans et demi. La Côte d'Ivoire ne pouvait plus se permettre d'attendre 2 ans et demi. Nous étions en train d'aller en situation de cessation de paiement. Nous serions tombés dans le gouffre. Et Madani Tal est là, il est passé ici, posez-lui la question. Il est allé voir le Premier ministre d'alors, M. Soregion, pour dire aidez le ministre des Finances. Si vous n'avez pas le programme, je ne donne pas 6 mois à la Côte d'Ivoire pour être en cessation de paiement. M. Kama, vous pouvez la tester vous-même également. Et tout déprimé, heureusement, notre aîné était à Washington ce jour. Je me suis renseigné, je suis allé le trouver. Je lui ai dit que c'est terminé, c'est le gouffre pour la Côte d'Ivoire et que le programme est en train de déraper et on n'a plus confiance en nous.
Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, j'ai donné ma parole de venir tout régulariser et tout rebudgétiser. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer de me croire? Là, je ne sais pas. Mais il dit, tu es sûr que tu pourras régulariser en combien de temps? Je dis, en 2 mois. Mais il dit, bon, vas-y, moi je passe des coups de fil. Nous avons régularisé et le programme s'est poursuivi. Il s'agit de notre président, le président Alassane Ouattara. Maintenant que nous venons d'obtenir le PPTE, qu'est-ce que cela peut nous apporter concrètement? Notre dette était évaluée à 6 373 milliards.